Il est 13h30 sur les ondes de GMS FM et sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'heure du journal. Le renforcement de la cohabitation transfrontalière au cœur d'une rencontre à Kataba 1. Il s'est agi pour les populations installées le long de la frontière avec la Gambie d'installer des mécanismes de dialogue pour huiler les rapports entre les citoyens des deux pays. Le triste destin d'une ville perdue dans la forêt, c'est comme cela que l'on peut résumer la carte d'identité de Moulamp. Jusque-là, la vie dans ce village du Kassa se résume au combat pour l'accès aux services sociaux de base. L'actualité internationale, l'invité du jour et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement. Bienvenue. L'heure n'est plus au querelle mais à la mobilisation. Le conseil est du chef de cabinet de Aminata Angélique Manga, invité de l'émission Profession de foi, Momodouba a appelé les responsables de l'APR à l'unité pour réaliser les conditions de la réélection du président Macky Sall au premier tour en 2019. Il est au micro de Papo Mané. L'heure n'est pas aux guerres de positionnement. L'heure est à l'unité. Nous tendons la main à tous ces responsables. Aujourd'hui, nous avons une très grande élection qui nous attend devant nous en 2019, qui va nous permettre de réélire le président dès le premier tir. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et Madame le ministre l'a compris. Il a déjà ficelé un programme, un très grand programme pour la Casamance. Dans tous ces recoins et dans toutes les zones reculées, Madame le ministre a déjà un programme pour cette population qui va connaître aujourd'hui vraiment les grandes ambitions du président pour la Casamance. Nous avons dit que dès le départ que la Casamance est une priorité pour le président de la République. Et Madame le ministre l'a compris. Aujourd'hui, nous devons transformer cette bastion de la Casamance pour le président Macky Sall. C'est dans cette ambition que Madame le ministre est en train d'œuvrer. Raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, elle n'a même pas de temps pour se hisser dans cette guerre de positionnement. Donc, le défi, c'est d'atteindre des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, le seul défi, c'est d'atteindre des résultats satisfaisants par rapport à la vision du président, mais par rapport à ce que le président lui a confié pour le Sénégal. Je le disais dans les titres, une conférence transfrontalière a regroupé ce samedi Sénégalais et Gambiens partageant la zone frontalière du nord-ouest de la commune de Kataba 1. Ce rendez-vous inédit a permis aux populations et aux autorités des deux pays d'aborder plusieurs questions qui plombent l'émergence de cette partie. Le compte-rendu est signé Lamine Badiane. Dar Salamé Kombo, nous sommes en terre gambienne, mais juste à la frontière avec le Sénégal. Ce village et beaucoup d'autres qui sont sur la même ligne partagent les mêmes réalités que ceux de la partie ouest de la commune de Kataba 1, à l'image de Touba Tranquille ou de Dimbaya. Les habitants de ces villages de la frontière sénégambienne veulent désormais suivre leur destin ensemble. Ils ont alors choisi de tenir une conférence transfrontalière articulée autour de la cohabitation et du développement à l'initiative de l'Association pour le développement intégré de Touba. Mohamed Lamine Djedjou, coordinateur de l'Union des villages sénégambiens de la frontière. On est des mêmes pères, même mères. Donc on a pensé que cette idée pourra nous améliorer pour le développement, peut aussi nous faciliter la bonne cohabitation entre nous. Cette union et cette bonne cohabitation souhaitée par la partie sénégalaise rencontre l'adhésion des Gambiens. Moussa Tabali Boyan est le chef de village de Dar Salamé Kombo. Nous sommes tous des frères et sœurs entre le Sénégal et la Gambie. C'est le nom qui nous divise. Mais nous avons les mêmes noms de famille, nous partageons tout, nous avons les mêmes réalités, donc nous devons être ensemble.
Le développement de cette zone passera forcément par la libre circulation des personnes et des biens. C'est pour cette raison qu'une grande part a été réservée à cette question très complexe. Mais le maire de Kataba 1 ne perd pas la trajectoire à suivre après certains acquis déjà en poste. Abdoulaye Badji. Aujourd'hui, nous avons un plaidoyer que nous sommes en train de lever très fort. C'est pour montrer aux autorités, même si la pièce d'identité pose problème, le fait vraiment de retenir ou de rejeter une population qui doit aller en Gambie pour défaut d'erreur au niveau de la CADU ne devait pas vraiment nous conduire à ça. Les échanges commerciaux, la sécurité sont aussi des points abordés lors de cette rencontre internationale, mais la question de l'environnement qui constitue un point d'achoppement entre le Sénégal et la Gambie a été mise au cœur du programme. Mamadou Lamine Diédhiou. L'arbre a causé beaucoup de problèmes entre Sénégal et Gambie. Donc notre idée est partie de là, parce qu'on a pensé, bon, avant qu'on soit unis, donc pensons d'abord résoudre un problème. Un problème c'est quoi? Le reboisement. Parce que quand on fait un reboisement, dans ce sens, on est rentré dans la réalité. Cependant, les Sénégalais invitent leurs autorités à accélérer le processus de modernisation de la zone frontalière, car ils constatent pour se désoler qu'il n'y a pas photo entre ce qu'il y a dans la partie gambienne en termes d'infrastructures routières, sanitaires ou scolaires et le tableau que présente la partie sénégalaise. GMS Bignona, Lamine Badiane. Merci Lamine Badiane. De détresse d'un propriétaire terrien à Koubalan, spolié pour les besoins de la construction de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, Malik Tamba réclame la restitution de ces terres. Il est au micro de Papo Mané. Les bâtisses là sont sur mon champ, mon propre champ. Sont sur mon propre champ. Donc l'UCAO, quand ils sont venus, on avait fait de bons pourparlers. À la longue, quand ils ont fini presque la moitié des constructions, ils nous ont brandi des papiers que nous, on ignore. Comme quoi, eux, ils ont eu les terres gratuitement. Et les accords conclus n'existent plus. Nous, on est perdants. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils nous disent la vérité. Par qui l'autre là, Christian, Abbé Christian qui est le directeur du projet. Alors c'est lui qui nous a dit que nos papas ont donné gratuitement les terres. Alors que l'UCAO vient de naître. Moi-même, mes enfants que j'ai eus ont leurs enfants avant que l'UCAO ne naisse. Il dit que les vieux, comme ils sont décédés, ils ont cédé les terres, ils ont donné gratuitement. C'est Christian qui dit ça. Donc, c'est en ce moment qu'on a commencé à faire des marches. Alors maintenant, là où nous sommes, nous avons rompu avec ICAO. Nous reprenons nos terres, nous demandons à ceux qu'ils quittent Koubalan. Ils n'ont qu'à aller avoir des terres ailleurs. Mais ici, tant que nous sommes en vie, surtout moi, les bâtisses là sont sur mon champ. Donc je ne peux pas accepter une telle insulte. Nous nous rendons à Oussouye, dans la commune de Moulomp, une commune située au cœur du Kassa qui vit plus ou moins mal. L'accès à l'eau et à l'électricité constitue le casse-tête numéro 1 d'une population de plus en plus exigeante. Michel Diatta, le maire de Moulomp, est l'invité de la rédaction. Nous y reviendrons. Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images. En France, les opposants à la réforme du Code du travail défilent mardi à Paris et dans plusieurs grandes villes de France à l'appel de la CGT. Un vrai test pour le président, mais aussi pour ses détracteurs. La réforme du Code du travail lancée par Emmanuel Macron suscitera-t-elle les mêmes oppositions dans la rue que la loi travail de François Hollande en 2016? Alors que les ordonnances voulues par le président de la République seront validées en Conseil des ministres le 22 septembre et publiées au journal officiel la semaine suivante. L'opposition amenée par la CGT est suivie de très près par la France insoumise, descend pour la première fois dans la rue mardi 12 septembre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi 11 septembre à l'unanimité une nouvelle résolution de sanctions contre la Corée du Nord, prévoyant notamment des limitations dans son approvisionnement en pétrole et en gaz. Cette 8e série de mesures soutenues par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, vise à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre. Pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Italie, la résolution adoptée lundi est très solide, équilibrée et permet à l'ONU d'affirmer unité et détermination. À la demande des Royaumes-Unis et de la Suède, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir demain, mercredi 13 septembre, pour discuter de la détérioration de la situation de la minorité Rohingyas. La Birmanie a refusé l'accès aux enquêteurs de l'ONU et celle-ci soupçonne un nettoyage ethnique. 313 000 Rohingyas ont fui depuis le 25 août, estime le HCR. Le Dalai Lama en personne a exhorté la présidente Aung San Suu Kyi, Nobel de la paix comme lui, à trouver une solution. La Maison-Blanche s'est de son côté déclarée profondément troublée par cette crise. Elle appelle les autorités birmanes à respecter la loi, à stopper les violences et les déplacements de cette population. La minorité Rohingya. La rédaction reçoit Michel Diata, il est le maire de la commune de Moulampe qui s'entretient ici avec Papou Mané. La commune de Moulampe, comme toute commune rurale, a aussi certaines difficultés, telles que les difficultés de l'énergie. Il y a aussi une difficulté de l'eau courante et surtout une difficulté sur la salinisation des vallées. Et enfin, une difficulté sur le désenclavement parce que nous avons un village qui est loin du chef-lieu de la commune de Moulampe de 11 km, un village dénommé Pointe-Saint-Georges. Bien sûr, on commence à en avoir depuis que je suis accédé à la mairie le 17 juillet 2014. En réalité, au point de vue énergétique, on était à 100%, mais aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, on est à 80% d'électrification parce qu'il y a le village de Moulampe, la contrée de Moulampe qui est électrifiée. Aujourd'hui, il y a le village de Djurameït, il y a le village de Kenyut, il y a le village de Samatis et il y a aussi le village de Elenkin. Mais force est de constater aussi qu'il reste quelques villages tels que le village de Loudjadiola, il y a le village de Santaba Wolof, le village de Fissao, le village de Samsam aussi, et le village de Pointe-Saint-Georges, mais celui-là nécessite effectivement une énergie solaire, et le grand village de Baguigui, c'est ça en réalité. Bon, dans l'ensemble, quand même, ça va, quoi. Mais en fait, en réalité, chacun a droit à l'électricité. L'électrification rurale est un droit pour tout être humain ici au Sénégal. Voilà, aujourd'hui, en réalité, avec la promotion de la riziculture, on est confronté à un problème de vallée qu'on n'arrive plus à cultiver parce que le sel a gagné beaucoup de terrain. Et je crois qu'il va falloir que les projets et programmes de l'État nous aident à améliorer ces sols pour que les cultivateurs vraiment puissent un peu cultiver le maximum possible. Comme vous le savez, les populations de Moulampe sont de grands riziculteurs. Les gens se nourrissent effectivement du riz. Et je vous rappelle que nous ici, les populations consomment le riz le matin, à midi et le soir. Et aujourd'hui, nous constatons que nous cultivons pratiquement la moitié effectivement des sols qui sont disponibles et c'est très important, surtout avec la promotion de la riziculture. Voilà, l'eau potable, on est confronté à un grand problème parce que comme vous le savez, la contrée de Elenkin compte aujourd'hui environ 4000 habitants. À cause de sa position géographique, Elenkin est une activité de commerce. Elenkin aussi, il y a beaucoup d'activités de pêche, vous vous rendez compte. Et il y a aussi les insulaires tels que Caraban, Kachouan, Ouendaï et Sifoka qui viennent chercher de l'eau à partir de Elenkin. Donc si Elenkin n'a pas aujourd'hui de l'eau potable, en réalité c'est un problème de danger public. Parce que vous savez, la nappe phréatique n'est pas profonde. Pendant l'hivernage, ça vient jusqu'à environ 2 mètres ou 3 mètres. Mais heureusement quand même, l'État est en train de réhabiliter le forage de Loudjaolof qui doit desservir effectivement la grande contrée de Elenkin. Mais les travaux sont d'une lenteur vraiment extraordinaire. Donc il va falloir que les gens puissent travailler et remettre à niveau ce forage le plus rapidement possible
Et c'est ce forage-là qui doit desservir le village de Boudjadiola, le village de Fissao, le village de Santiago-Olof, le village de Samsam et surtout le village de Elenkin. On a pu aussi avoir 5 km d'adduction d'eau, mais ça reste vraiment insuffisant. Les devis nous donnaient quelque chose comme 15 km d'adduction et de densification. Donc nous prions vraiment l'État de faire quelque chose pour nous, pour que les populations puissent boire effectivement de l'eau qui est une source vitale, comme vous le savez bien. Maintenant, ici à Moulombe, le forage qui est là derrière nous, à Moulombe déjà, il y a 200 points d'eau. Mais on est aussi confronté à un problème d'adduction d'eau vers la contrée de Cajinol qui compte 6 villages. Vous voyez. Et la commune rurale n'a pas effectivement les moyens de pouvoir prendre ça en charge. Donc c'est pourquoi nous comptons sur la collaboration, nous comptons sur les partenaires. Mais pour moi, les premiers partenaires, c'est les projets et les programmes d'État qui doivent vraiment aider la commune de Moulombe, qui est aussi une commune rurale. Cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, GMS.sn également. Amis auditeurs de la 89.3, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien, mais restez avec nous car tout se passe ici.